et je n'ai pas perdu de vue de là où je suis parti. Donc effectivement, il y a un programme du nouveau Front Populaire. Pour être franc avec vous, ce n'est pas un programme que j'ai validé totalement. Pour une raison très simple, c'est que dans la singularité de la Guyane, il y a aussi la singularité économique et sociale. Il faut savoir que le tissu économique guyanais, là, près de 90% des entreprises, ce sont des entreprises unipersonnelles et de toutes petites entreprises. Donc, il y a dans le programme, il y a des décisions économiques, des choix économiques qui sont faits, ou des choix sociaux, qui seront difficilement adaptables en Guyane s'il n'y a pas une compensation de l'État, très clairement. Parce que le but non plus, c'est de ne pas, il ne s'agit pas de faire s'effondrer le peu d'économie, le peu de tissu économique qu'on a. Mais par contre, l'idée, en fait, de donner à la possibilité aux travailleurs de Guyane d'avoir un pouvoir d'achat correct, c'est un vrai sujet, et c'est le sujet des oligopoles, des grandes entreprises, et qui réalisent des marges abusives chez nous. Donc, il y a eu des commissions d'enquête là-dessus, mais ça ne suffit pas parce que il y a un refus des organismes de l'État de contrôler ces marges-là au nom du secret financier des entreprises. Ensuite, sur la question des élèves sans papier, c'est un vrai sujet aussi, et c'est un sujet qui est encore plus important sur les zones frontalières. Parce que dans les zones frontalières, vous avez dans certains établissements scolaires plus de 60% des enfants qui viennent des pays environnants. Et donc, ils font toute leur scolarité. Vous, tous les contribuables, donc, participent en fait à leur scolarité. Et au moment où ils doivent s'insérer par le travail, ce n'est plus possible. Donc c'est un combat qu'on a déjà commencé à mener avec David Rayman, que nous allons poursuivre. Monsieur le député Gaston a respecté, tant qu'il a pu, le temps est parti. Un second député souhaite prendre la question. Merci de lever la main, n'hésitez pas. Il y a une dame qui souhaitait dans la zone de micro 2. Bonjour, bonsoir plutôt, pardon. Marguerite, il faut parler bien fort dans le micro, s'il vous plaît. Marguerite, donc ma question c'est par rapport à la méthode. Est-ce que vous allez poursuivre votre cap comme vous avez commencé, ou bien est-ce que vous allez éventuellement, ou bien c'était peut-être prévu dans le phasage de votre fonction de député, de revoir votre méthode, par exemple, les choses qui vous ont, les petits tacs qui ont été donnés pendant la campagne, est-ce que éventuellement vous allez en tenir compte, ou bien est-ce que c'est la marque de fabrique qui ne change pas? Député Marguerite, la question s'adresse-t-elle au député Castor ou au député Grand-Émile? Je regardais le député Castor, mais ça convient aussi peut-être à Grand-Émile, puisque je pense que c'est une méthode, ils se mettent d'accord. J'ai compris qu'ils travaillent ensemble. Donc, voilà. Question écrite, par exemple, sur la question par rapport aux questions écrites donc vous a reproché qu'on ne trouvait pas de traces. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, ou bien voilà, je crois que. Alors sur la méthode, ce que je peux dire déjà, c'est qu'en moins de 2 ans, la méthode a montré une certaine efficacité. Je l'ai dit dans le reportage, on procédait de la manière suivante. On rencontrait les personnes, on allait sur le terrain s'il s'agissait d'une question de foncier, ou s'il y avait une difficulté sur là où elles habitaient, quand il s'agissait d'écoles qui n'avaient plus d'électricité depuis plusieurs années et qui se faisaient voler des groupes électrogènes. On va rencontrer les personnes sur place, là où il y a la difficulté. Et troisième étape, c'est ce que je le disais, on contacte les autorités administratives qui sont en principe compétentes pour régler le problème. Au bout de quelques années, elle n'a pas réglé le problème, alors on demande à ces personnes de les rencontrer. On demande aux directions des services déconcentrés de l'État, à la direction d'EDF, à l'hôpital, au directeur de la CGSS, peu importe la difficulté, on va rencontrer ces autorités-là, et généralement avec les personnes qui nous ont contactés. On ne va pas les voir seules en catimini, il faut qu'elles entendent, qu'il s'agisse même du DGFIP, du directeur général des finances publiques, nous allions avec les personnes qui nous ont interpellés. Et ensuite, résultat, c'est qu'on devait trouver une solution pour ces personnes. Et ça a marché à 90% on va dire, du temps. On a des dossiers qui sont toujours en cours, qui étaient
phase de finalisation. Et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça a prouvé son efficacité. S'agissant maintenant des questions écrites, le ministre n'est même pas obligé de vous répondre en fait. Et il peut vous répondre dans je ne sais combien de temps. Là, lorsqu'on a des situations urgentes, on veut des solutions rapides et efficaces. Alors, peut-être que on écrira une question sur des situations qui sont non urgentes, mais pour l'instant, la méthode que l'on applique aujourd'hui, elle fonctionne. Et si au dernier meeting, vous n'étiez pas présent, il y avait des personnes qui étaient là pour en témoigner. Ce n'est pas du leurre, c'est la réalité, c'est la vie des gens. Et on a prouvé qu'on a pu trouver des solutions. Vous n'avez pas vu le timing, le temps est écoulé. Merci, député Grand-Émile. Nous prenons une question de la députée Kelly qui est en ligne et c'est Réline qui va lire cette question. Donc déjà pour préciser, il y a des questions qui sont posées en Facebook Live et nous avons fait aussi circuler un questionnaire. Donc en fait le député Kelly a posé sa question via le questionnaire. Donc c'est pour le député Castor. Des aides sont octroyées aux étudiants et certains profils à faible revenu. Mais le problème demeure que 2 compagnies desservent la Guyane et le prix des billets est anormalement cher comparé. On n'a pas encore gagné, clairement. Mais vous avez pu assister à l'Assemblée nationale des interventions de tous les députés de tous les territoires. On a sillonné donc tous les ministères, on a rencontré et on a auditionné aussi lors de la commission d'enquête sur la vie chère toutes les compagnies aériennes. Toutes les compagnies aériennes qui sont implantées sur tous les territoires d'outre-mer. D'ailleurs, ça s'est fait sur une même journée. Toutes les compagnies aériennes disaient exactement la même chose au mot près pour justifier de ces surcoûts. Et en fait, tous les députés leur ont dit, mais bon, vous nous racontez des histoires. Et ce sont en plus des auditions sous serment. Hein. Donc normalement, ils sont censés dire la vérité. Mais on est toujours confronté à la même problématique. C'est-à-dire qu'au fait, dans des auditions, lors des commissions d'enquête, il y a toujours le secret des finances des entreprises. C'est sacré dans le système français, vous ne pouvez pas y toucher. Et ça veut dire que tous les organismes de contrôle sur les prix, ces organismes eux-mêmes, quand on les auditionnait, ils nous disaient, les directeurs nous disaient, mais on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a le secret sur les finances des entreprises. Or, si vous n'arrivez pas, si vous ne touchez pas à ça, vous ne pouvez pas savoir la réalité donc, de la structure financière et donc notamment des marges. Donc c'est un combat qui va être pour moi pas facile, je vous le dis très clairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'issue de la pandémie, les compagnies aériennes ont plus 20% de demandes sur le marché. Plus 20%. Donc les jeunes notamment voyagent de plus en plus et elles argumentent du fait que maintenant, avec les problèmes d'énergie décarbonée, il faut qu'elles remettent en place de nouvelles flottes avec des avions avec ces énergies décarbonées. Député Castor, il va falloir conclure. Donc c'est un combat qui va être difficile, mais justement qu'on a entamé et qu'il faut nous laisser poursuivre. Mais je ne vais pas vous promettre qu'il va être réglé tout de suite. Merci député Castor. Nous prenons la question d'un député timide. Alors, question écrite. À l'international, vous avez beaucoup agi avec les organisations guyanaises sur le front de la Kanaki et de la Palestine. Je vous en félicite. Si le nouveau Front populaire gagne, j'ai du mal. Pouvez-vous penser à aider, régler ces situations coloniales? C'est ça? Donc c'est une question pour le député Castor, je suppose. Bon, ça va me permettre de clarifier certaines choses. Déjà, quand un peuple souffre, je souffre. Quel que soit l'endroit où il est sur Terre. En fait, on ne fait pas de politique sans humanité. On fait de la politique avec de la conviction. En tous les cas, moi, depuis que je me suis engagé, c'est toujours comme ça que j'ai pensé. Et voir des enfants bombardés,
J'ai assisté récemment à l'Assemblée nationale à une projection d'un film que personne n'ose en fait présenter au grand public. Je parle sur ce qui se passe en Palestine. Je suis allé le voir avec David Rayman. C'est impossible de regarder. Impossible. Donc, certains ont dit ouais, mais c'est qu'elle est là-bas, ça me c'est qu'elle fait là-bas, etc. Alors déjà, si c'est à refaire, je le referai. Je ne suis pas allé seul, je suis allé avec une délégation. J'ai fait 3 jours là-bas. Quand même, c'est mignon. 3 jours sur 2 ans de mandat. C'est quoi 2 ans? C'est près de 700 jours. Donc c'est de la mesquinerie. Les gens qui parlent de ça. Deuxièmement, sur la Kanaki. Les Kanaks, ce sont nos frères. Et ce qui leur arrive peut nous arriver. Et va peut-être nous arriver. Donc ceux qui, là aussi, font semblant de les soutenir et puis en même temps glissent des paroles pendant la campagne en disant « Sami c'est qu'à les fait, puis aider les Kanaks, etc. » Moi je suis fier qu'en Kanaki, des banderoles, j'y vais essayer de tuer chez toi ici. Parce que c'est avec le cœur en fait quand même ce combat-là. Et puis c'est pas d'aujourd'hui, je n'étais pas député de mon organisation politique, on organisait déjà des semaines Guyane-Kanaki ici. On a fait venir des camarades Kanak, nous sommes partis là-bas, etc. Mais on n'était pas députés, on n'avait pas de fonction d'éthique. Donc c'est pas par la circonstance. Donc quand on les frappe aujourd'hui, moi je sens, c'est dans ma chair que je suis frappé. Et donc là aussi, eh bien, on va poursuivre ce combat-là. Mais vous avez vu que la France déploie ses forces militaires d'une façon totalement exagérée. Voilà. Merci, député Gastor. Nous revenons en direct dans l'hémicycle. Y a-t-il des questions à poser en direct? Il y a les micros qui circulent. Oui, il y a une question ici. Monsieur le député, vous vous présentez, vous indiquez pour qui est votre question, s'il vous plaît. Oui, alors député Ardès s'adresse au député Castor. Il y a un sujet qui est très important, c'est celui du taux des charges d'entreprise. Est-ce que dans le combat, vous auriez prévu effectivement pour réduire les charges des entreprises, un combat d'abaissement de ces charges? Et puis, pour éventuellement parler des ressources, la taxe carbone, parce que celle-là, pour l'instant, on l'ignore. Merci. Bon, alors, avec mes origines de syndicaliste, dès que j'entends parler de baisse des charges des entreprises, ça me chatouille un peu. Mais comme je l'ai dit, je suis lucide aussi. On est tous en capacité de voir qu'il y a entreprise et entreprise. Donc ça c'est une première chose. Moi je n'ai pas envie de baisser les charges du groupe GBH. Voilà. Oui, non mais je dis ça comme ça. Hein. Mais le vrai problème en Guyane, c'est notre capacité à créer de la richesse ici. C'est ça le vrai problème. Et vous avez vu que tout le combat qu'on a engagé depuis 2 ans, c'est un combat pour créer un environnement favorable à l'économie. S'il n'y a pas de réseau routier, on ne crée pas un environnement favorable aux entreprises. S'il n'y a pas les équipements qu'il faut, on ne crée pas un environnement favorable aux entreprises. Si on n'a pas un système de santé qui tient la route, enfin c'est mignon, on est à la limite, et on a 150 médecins de ville, dans 3-4 ans, la moitié partent à la retraite. Mais si les gens ne sont pas en bonne santé, il n'y a pas de ressources en fait, humaines pour pouvoir travailler. Hein, si on n'a pas d'université de haut niveau, hein, pour mettre en adéquation donc, le développement économique du pays avec les besoins des entreprises, ben, on ne va pas y arriver non plus. Moi je pense qu'il faut s'attaquer à la source, au vrai problème. Alors bien sûr sur le court terme, ça nous arrive d'intervenir pour les entreprises quand elles sont en difficulté. On revient ce matin du droit compte avec le CRPM de la pêche. Il y a une urgence. Parce qu'aujourd'hui, on sait produire du poisson, on sait transformer le poisson, mais Air France a décidé que, ben voilà, il n'y a pas de conteneur qui peut rentrer en avion encore. C'est aléatoire. Donc on attend, et c'est quand Air France décide bon, ben, qu'un conteneur frigorifié peut rentrer dans l'avion, qu'on peut transporter donc, les produits transformés en Guyane, eh bien, aux Antilles par exemple, ou à l'extérieur dans d'autres pays.
C'est la problématique de la Guyane. L'urgence des chefs d'entreprise, c'est ça. Donc, on s'est battu aussi pour les questions de charge à un moment donné pour eux. Donc, quand c'est nécessaire, on le fait. Mais c'est pas dans ma fibre, en fait, quelque part. Mais on entend aussi, quand c'est nécessaire, sur le court terme, de le faire. Et le vrai problème, c'est le développement endogène du pays. C'est notre capacité à avoir accès à nos ressources et à développer l'économie endogène. Merci, député Castor. Une autre question dans l'hémicycle? Il y a une question ici, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, député. Mon seul député de la rue. Il faut bien tenir le micro qu'on entende bien. Attends, mon seul député de la rue. Mon pas élu, mais quand même, mon regardé ça qui passe dans le pays. Question, moi, les poser toi. Moi, une série de questions, mais nous ne pouvons pas monopoliser. Question, moi, les poser toi. Nous regardons dans nos pays, il n'y a pas un secteur côté il y a un Guyanais à la tête. Ça veut dire qui? Alors que nous gagnons dans le monde entier, nous Guyanais, tout partout, qui valable, qui vaillant. Mais dans l'administration, même en ancienne entreprise, à un qui monte de l'extérieur, qui action tout peut mener pour tout cas c'est là-bas, dit regardez ça pas possible. Dernièrement, moi en Guadeloupe, chef la police un Guadeloupéen qui est revenu, moi un petit préfet là qui est revenu, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une Guyane qui est à la tête d'un service qui la petite vie nous qui roulé, mais au moins mon pays l'homme au moins moi de l'école, tout est comme chez Calonne, tout est comme chez Simono, tout est tout ça genre de mounia là. Alors ça veut dire que c'est jeune Guyanais qui l'a à présent, il y a une petite couillon qui avant alors, puisqu'il n'y a pas jamais nommé lié dans le moment là, il y a une gens qui était là. À présent, pas une patate dans ce secteur-là. À ça, moi, je dire. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'on a quand même des chefs d'entreprise guyanais avec une grande valeur. Je pense à Biostratège, dont la directrice, on a travaillé avec elle, et j'en passe. Il y a quand même des chefs d'entreprise guyanais qui sont jeunes, qui reviennent au pays et qui font le boulot pour le pays. Maintenant, s'agissant de la problématique des différents chefs de service, par exemple dans des services déconcentrés ou en tout cas dans l'administration, il est vrai qu'on a eu à accompagner des personnes déjà que pour retourner en Guyane. Pour retourner au pays, on a besoin de cerveau, on a besoin de personnes qui travaillent pour le pays, qui se sentent concernées par ce qui arrive sur ce pays. Et on a du mal à faire revenir les Guyanais, les personnes qui aiment ce pays, qui ne sont pas forcément nées ici, mais qui l'aiment. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est saisir directement les ministères, envoyer même. Nous avions préparé un dossier, par exemple, pour le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, pour une Guyanaise qui voulait rentrer au pays, quoi. Et donc là, Jean-Victor est allé avec ce dossier, le dossier personnel de cette personne, lui dire « Il y a une Guyanaise qui veut rentrer. Elle veut travailler pour la Guyane. » Eh bien, elle est rentrée. Je vous dis, c'est un exemple comme ça, mais on en a plusieurs autres. Donc l'idée, c'est de prendre directement la tâche du ministère. On a un autre cas, à compétence égale. On a un Guyanais qui aurait dû travailler à un très très haut niveau en matière de sécurité sur le territoire, mais à chaque fois, on lui disait que c'était pas possible. Là également, le député intervient. Donc en fait, on l'a fait, et si on est réélu, on continuera à le faire. Bravo. Nous poursuivons avec une question écrite par un député. Alors, question écrite, c'est une question pour le député Grand-Émile. Quel est votre rôle et la nature de votre appui? Au passage, bravo, je vous souhaite et nous souhaite que vous soyez notre député un jour. C'est très 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 gentil, merci beaucoup. Alors en fait, c'est simple à dire. Je pense que Jean-Victor m'a demandé d'être sa remplaçante parce que j'avais déjà une formation juridique. Et lorsqu'on est confronté à des situations, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous parlais de fonctionnariat, de personnes qui veulent rentrer, ou alors à toutes sortes de situations, ce sont des personnes qui sont confrontées à des problèmes de droit. D'accord ? Donc, je pense que ça a joué dans la balance. Donc, je peux avoir une certaine expertise sur des situations. Donc, mon rôle, c'est aussi de lui en parler, on en discute. J'ai également le rôle de le représenter quand il est à Paris ou peu importe où il est dans le monde. Et donc en fait j'assiste aux réunions et j'y participe, j'ai le droit à la parole.
parce que je suis sa remplaçante, je peux dire par exemple au directeur de l'EPFAG, excusez-moi, vous dites à tout le monde ici que les OIN ça marche correctement, je connais des Guyanais qui se font exproprier, des personnes qui ont payé leur terrain, et ensuite vous venez leur dire parce qu'il n'y a pas suffisamment de foncier aménagé par votre faute, vous venez leur prendre leur terrain pour aménager la Guyane. Vous avez un devoir d'aménagement, faites-le, mais ne prenez pas les terrains des Guyanais. Donc, ma fonction, c'est de faire ça aussi, de le représenter, parce que j'imagine aisément que s'il avait été à ma place, s'il avait été à sa place, il leur aurait dit la même chose. Donc, on partage la même vision politique tout simplement de notre pays. Donc, quand je suis face au directeur de services déconcentrés de l'État ou peu importe l'organisme, quand je suis au sein de la collectivité territoriale et que j'échange avec le président de la collectivité, je le représente, je vous représente. Merci député Grand-Émile. Nous poursuivons avec une question posée via le Facebook Live. Alors là, c'est la députée Fanny Lo. Bonsoir, monsieur le député Castor. Ma question. On parle des élèves, mais qu'en est-il des conditions de travail des enseignants? Peu de moyens, tant matériel que personnel qualifié. J'ai hâte d'entendre votre réponse. Député Castor pour 2 minutes. Toutes ces questions difficiles à moi. Bon, alors vous avez entendu que, en fait, comment ça se passe? Là, on parle des finances, ok? Clairement. Donc il y a deux projets de loi, le projet de loi de finances et le projet de loi de finances qui concerne tout ce qui concerne la santé. Ça se suit. C'est septembre-octobre, ça se termine novembre, jusqu'en novembre à peu près. Donc là, c'est Bercy en fait. C'est Macron, le Premier ministre, et c'est Bercy essentiellement. Tout le reste, à pacotille. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand vous discutez le projet de loi de finances, l'enveloppe financière est déjà déterminée. Quand les parlementaires reçoivent la feuille verte, et puis qu'on nous dit septembre, octobre, novembre, voilà, on va discuter, l'enveloppe financière est déjà déterminée par Bercy. Donc quand vous faites un amendement qui va représenter un coût financier, ça passe à la commission des finances et on vous dit, oh là, article 40, c'est pas possible, ça représente une charge. Le système français est faux en fait. D'accord? Donc, ça a une incidence directe, parce que quand il y a des coupes budgétaires, quand on est dans une période d'austérité budgétaire, en fait, vous avez entendu monsieur le maire dire, moi, 10 milliards d'économies. Sur un budget qui a été voté. Mais il ne fait pas un budget rectificatif. Hein. C'est décidé unilatéralement. Et donc ça a des conséquences sur tous les ministères. Et donc il faut des coupes budgétaires comme ça. Mais ça ne date pas de ce gouvernement-là. Hein. Ça fait des années, des années. Là, honnêtement, à une question comme ça, s'il ne peut pas lever, vous mettez notre titre de gouvernement pour effectivement orienter ces finances vers l'éducation, vers la santé, des bagages qui sont fondamentaux, ces gens-là vont continuer à libéraliser les établissements qui étaient des établissements publics, avec des logiques libérales et privées. C'est ça la tendance lourde. Donc il n'y a pas de député Castor qui rémane tout seul qui pouvait briguer comme ça. Ça relève de la population, de toute la population française. C'est une forme de révolution qu'il faut mener sur ça. Merci député Castor. Alors, vous voyez un petit peu comment ça se passe à l'Assemblée, ça se presse quand même, hein. Il faut aller droit au but. Une autre question écrite? Alors une question écrite pour le député Castor et Eline Grand-Émile. Allez-vous faire des études afin de trouver un nouveau terrain pour construire le nouvel hôpital de Cayenne? Non. Alors, on s'est attaché pendant 2 ans, et le député Castor et le député Riemann, à faire preuve de pédagogie. Ils sont venus face à vous, vous expliquer quel était leur rôle, comment se passaient les choses, pour vous dire la vérité. Ils ne sont pas de ceux qui vont vous dire on va boucher des trous. Ça, c'est faux. Eh bien, pareil, ce ne sont pas les députés Castor qui vont payer une étude. Par contre, puisque le député Castor siège au sein du conseil d'administration, enfin il siégeait jusqu'alors au conseil d'administration de l'ARS, il avait cette possibilité de convaincre les autres membres du conseil d'administration de décider d'une autre orientation. Et je peux vous dire
malheureusement, comme Macron a décidé autrement, nous n'avons pu assister qu'à un seul conseil d'administration. Mais celui-là, je pense, a marqué les esprits parmi les élus qui étaient présents, mais également parmi, et surtout, je pense, par les représentants de l'État, qu'il s'agisse du directeur de l'ARS ou le représentant du préfet. Il a pu expliquer, expliciter aux autres élus qui étaient présents pourquoi les questions qui concernaient les finances de l'ARS, qui nous étaient présentées comme étant 4 millions, ils avaient 4 millions d'excédents, alors que vous avez vu l'état de l'hôpital ? Ils se gargarisaient de dire qu'ils avaient 4 millions d'excédents. Et bien là, le député Castor est intervenu à plusieurs reprises quand il s'agissait justement de voter des questions budgétaires. Et donc en fait, il ne va pas payer des études, mais s'il est réélu, j'espère qu'il réintégrera également le conseil d'administration de l'ARS. Je peux vous dire qu'il fera le nécessaire. Merci, député Grand-Émile. Il y a un député au sein de l'hémicycle qui souhaite poser une question. Oui. Oui, bonjour. Alors moi c'est Moncy Petit Émile et je pose une question qui a trait au scénario dans lequel on est exactement. Je précise. En tant que plus réactif, j'ai fréquenté la base, c'était pas la base aérienne, c'était l'escadron hélicoptère de Rochambeau. Je livrais des ananas, donc je connaissais très bien l'intérieur. On rentrait avec la voiture, on livrait les ananas. Dernièrement, je suis allé faire un tour sur cette base parce que, en tant que membre de l'aéroclub, je suis allé, bon, c'est cadenassé. On me propose de visiter. Épailly, monsieur le député Castor, à l'heure du changement climatique, vous avez pris de nombreuses positions qui laissent penser que vous souhaitez un développement basé sur les industries extractives, comme la mine et le pétrole. Vous avez eu des prises de parole en prenant le Guyana en exemple. Pourtant, la souveraineté alimentaire devrait être érigée en priorité nationale pour la Guyane. Quelles actions comptez-vous entreprendre pour favoriser localement un modèle de développement axé sur le développement agricole et les ressources forestières? Enfin, il faut arrêter d'opposer les choses. Quand un pays a des ressources, il faut qu'il les exploite. De toute façon, s'il ne les exploite pas, les gens vont l'exploiter pour lui. Voilà. Donc moi, c'est ce que je réponds aux écolos. On voit ce qui se passe. Le pays est pillé. Donc il vaut mieux avoir des entreprises légales qui soient installées, qu'on puisse réguler, etc. Et puis, l'histoire de la Guyane, c'est l'histoire de l'or aussi. Est-ce qu'il y a des technologies propres? Au fur et à mesure, on travaille sur des technologies propres. Est-ce qu'il faut faire des mégamines? Ben moi, je ne suis pas pour les mégamines. Bon. On était hier encore avec les miniers. La tendance qui se dégage, avec la nouvelle équipe qui est là à la Fête d'Objets, ce sont plutôt des artisans en fait, des petits artisans guyanais. Et puis d'autres qui sont arrivés. Donc il ne faut pas opposer les choses. Parce que je me bats aussi pour qu'on ait la sécurité et la souveraineté alimentaire. Récemment encore, donc on a déposé un amendement pour mettre en cohérence le SAR, c'est 70 000 hectares dans le SAR de zone agricole. Les accords de Guyane, c'est 20 000 hectares pour la SAFER. Donc ce qu'on a obtenu par une lutte, vous avez vu le niveau du combat qu'il y a eu, c'est 20 000 hectares, alors que dans le SAR, c'est 70 000. Donc en tant que parlementaire, on dépose un amendement pour mettre en cohérence et on demande 70 000. Ah ben il a dit non. Mais on ne va pas lâcher. Donc il ne faut pas opposer les choses. Et puis de toutes les façons, à part la Guyane qui pollue la planète, et les pays qui nous demandent à juste titre de cesser de polluer, de participer, de contribuer à la protection de la planète, il n'y a qu'à continuer. Et de toutes les façons, le pétrole et le gaz, il est partout autour de nous. Demain, s'il y a un problème de pollution, nous prient et nous arrêter tout couillon parce que nous ne pouvons profiter d'y rien, mais nous ne pouvons pas compte, ça peut nous bénéficier à 10 pollutions. Et moi, je n'ai jamais dit qu'on ira forcément vers ça. Mais on doit avoir le pouvoir de gérer notre pétrole et notre gaz, de décider si on l'exploite, si on ne l'exploite pas. Aujourd'hui, la loi Hulot nous en empêche totalement. Merci, député Castor. Une question dans la salle, à l'extrême gauche. C'est entre GDR et LFI, là, hein, dans le positionnement. Oui, bonsoir, député Castor, député Joseph. Certains de vos détracteurs se vantent
de se battre seul contre le 100% contrôle. Qu'avez-vous à répondre à ça? Merci. Attends, pas télé répondre ça. Hein. Bon, ça c'est un dossier que je suis parallèlement avec Davy. C'est Davy qui s'est vraiment impliqué là-dessus. Et systématiquement, on faisait le lien. Donc j'étais au courant de ça. Bon, la fonction de député, on aurait pu penser que me protégeait. Vous manquez brigade à l'aéroport, que c'est bien à cause de ça, d'accord? Moi, racher mon passeport. Et l'homme me dit, je suis plein des autres questions. Bon, la personne, comme c'était quelqu'un de passage, il pas ça, il était député. Donc, vous avez fait l'esclame en bêta. Vous ne pas jamais dire qu'il m'a député, vous ne pas bien dire ça. Parce que je me mets à la place de toutes les personnes qui sont concernées par ça. Bon, franchement, les gens, je ne parle pas de moi, parce que c'est Davy qui a mené ces actions-là. Qui peut croire que Davy Riman n'a rien fait sur le 100% contrôle? Bétaté public, il s'est saisi la justice, il s'est accompagné des mondes. Moi-même, personnellement, et Kéline, nous accompagner des mondes. Bon, ils ont fait des ordres. Mais travail à faire. Est-ce que nous réglons les problèmes? Non. Mais à nous qui sommes responsables, des élus, il y a même qui a dit c'est très bien, bravo. Vous avez déjà entendu Castor ou Riman dit qu'il nous d'accord que le 100% contrôle. Vous avez déjà entendu qu'effectivement nous menons un combat à nous façon, parce que nous à nous place du parlementaire, qui vient des associations qui amènent un combat à y place d'association, à y rôle aussi. Oui. Vous faites syndicat pendant 40 ans, mon bachien. Eh oui, les élus, non, non. On fait mon combat de syndicaliste. Excusez-moi, vous passez un pleureur. Merci, député Castor. Nous prenons une question en ligne, Facebook Live, pour le député Grand-Émile, je crois. C'est cela. Donc, c'est le député Tablon. Une question donc, pour le député Grand-Émile. Qu'en est-il du handicap en Guyane en termes d'accompagnement médico-social? Donc là, il s'agit plus du volet infrastructurel. Alors, sauf si le député Castor siège à la collectivité territoriale de Guyane et que je deviens première vice-présidente dédiée à l'autonomie, ça ne fait pas partie des compétences du député. N'empêche qu'effectivement, s'il y a besoin d'aider les infrastructures ou les associations même qui travaillent pour les personnes en situation de handicap, on le fait. Si, en fait, c'est pas si, on le fait systématiquement. Mais dans notre rôle, ce qu'on a pu faire, c'est facilitateur. C'est-à-dire qu'on saisit le président de la collectivité territoriale, on lui expose la situation de l'association qui a besoin soit de subventions, soit d'être accompagnée. On les met en relation. Parfois, on va avec eux dans les réunions, tout simplement. Ou alors, on contacte directement la collectivité territoriale de Guyane. Donc en fait, on a eu un rôle de facilitateur, mais également de, j'ai presque envie de dire, de secrétariat de la collectivité territoriale. On l'a fait, même si ce n'est pas dans le rôle du député, on l'a quand même fait. Et je tiens d'ailleurs à rappeler à tous les électeurs de Guyane et à toutes les personnes qui nous regardent que c'était également ce qui était dit dans la précédente campagne. Jean-Victor Castor a dit qu'il était député hors cadre. Il sortirait en fait du cadre légal et législatif du député, de son rôle normal. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on continuera à faire, je l'espère. Merci, député Grand-Émile. Y a-t-il une question dans l'hémicycle? On a une question écrite dans l'hémicycle du député Didi. Alors, c'est pour le député Castor. Si Davy ne passe pas dans la seconde circonscription, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, quelle sera votre posture avec le nouvel élu? La question est posée. Ben, en fait, moi, je n'imagine pas que Davy ne soit pas élu. Très clairement. Donc je ne peux parler que de ma posture locale avec les élus de Guyane. Bon, moi, je travaille avec tous les élus de Guyane, sans exception. Vous avez vu dans le film, vous me voyez assis avec M. Serge Smoke. Vous menez un combat politique pour une contrôle. Pas quel problème que ça. Qu'il y ait pièce. Et de tout temps.
Même moi, j'ai des camarades qui m'ont parti, qui m'ont dit, ouais, mais tu travailles tel, même non, merde, c'est qui dit qu'il t'a fait si, qu'il faut pas mêler que ça, moi. Ça qui gênait. En fait, quand on parle de l'amour du pays, je discutais avec des militants hier encore, il faut apprendre à se dépasser. Parce que les contingences dans les relations humaines, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Donc quand on a un niveau de responsabilité, on doit faire du dépassement de soi. Si on ne sait pas faire ça, il ne faut pas assumer des responsabilités à ce niveau-là. Est-ce que ça empêche le combat politique? Non. On peut être très ferme dans le combat politique. Très ferme. Donc à respecter, nous comprenions, mais si on n'est pas d'accord, si le niveau d'ambition politique n'est pas au niveau, le critère le plus élevé, je ne vais pas faire d'unité avec toi. Hein. Je l'ai déjà dit. Mais par contre, je vais travailler avec toi. Sur autre chose. Voilà. Donc, non, je n'imagine pas ça. Et de toutes les façons, on a déjà fait la démonstration qu'on peut travailler avec tout le monde. Sans problème. Merci, député Castor. Est-ce qu'il y a un député qui souhaite prendre la parole avec un micro dans la salle? Au fond, le micro a déjà été donné? Oui? Ah, oui, au niveau des gradins, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut allumer le micro. Il ne faut pas les éteindre. Enfin, ce n'est pas nécessaire de les éteindre. C'est bon. Oui. Oui. Bonsoir, ici député Yoel. Donc, la première campagne de M. Jean-Victor Castor prévoyait de travailler sur l'évolution statutaire de la Guyane. Donc, ma question est, face à toutes ces évolutions, ces changements du gouvernement Macron, maintenant la dissolution, quelles ont été les actions menées pour aller vers cette évolution statutaire et le retour que j'espère à la députation, comment voit-il ce retour et ce combat pour l'évolution statutaire de la Guyane? Merci, député Yoel. Alors déjà, bon, j'ai été présent à toutes les phases donc, de cette discussion locale entre nous, dans cette discussion avec le gouvernement. On a un problème localement, hein? Hein, non? Non? On a un problème localement. Donc il faudra trouver le moyen de régler ce problème localement, parce qu'on ne peut pas aller comme ça, voilà, au cas isolé. Franchement, plus on avance, plus on a des consultations, plus on rencontre des gens qui sont experts dans leur domaine. J'en vois dans la salle là. Plus on se dit, mais quel gâchis! On a des spécialistes dans tous les domaines. Je parle déjà en Guyane même. Hein. Tout à l'heure, on parlait des Guyanais qui sont dans la diaspora, etc. Mais c'est énorme. Nous connaître nos pays. Et je ne sais pas, enfin, ou vous savez mieux que moi, il y a une fébrilité dans la classe politique. Et quand il y a une fébrilité dans la classe politique, les gens doutent. Alors est-ce que c'est fait exprès? Que l'État fasse ça, mais que nous-mêmes Guyanais, nous ayons cette posture-là, c'est un problème. Après, le gouvernement, il ne va pas bouger si nous-mêmes, les personnes qui nous représentent, ne sont pas claires dans leur posture. Donc, en tous les cas, Déviréman et moi, nous, ce qu'on demande et ce qu'on répète, c'est on veut un cap. Et une fois que le cap il est fixé, on s'y tient. Voilà. Et le cap, il est déjà prédéfini. Il ne faut pas raconter des histoires, essayer de complexifier un sujet qui est un sujet simple, parce que ça s'est réalisé dans d'autres territoires. Quand Davy est parti en Kanaki et en Polynésie, j'ai dit, bon, non mais j'ai envie de t'emmener sérieux. Vous allez encore, c'est la même chose. En fait, sur les territoires qui ont des statuts d'autonomie, et ils gèrent leurs affaires donc, sur beaucoup de domaines.
Et on voit le résultat tout de suite, dans le quotidien des gens, dans leur vie. Donc il faut y aller les gens. Il faut booster les élus qui ne veulent pas y aller. Et puis s'il n'est pas allé, ben, à notre responsabilité, de faire en sorte qu'il n'y a pas et qu'il a encore. Merci, député Castor. C'est pas un appel à les sortir. Hein. Il y a une autre question dans l'hémicycle. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Le micro bien près de la bouche, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Donc oui, bonsoir à tous. Alors déjà, bravo pour votre premier mandat. Et j'ose croire que le deuxième mandat sera encore 2 fois meilleur. Voilà. Ma question porte sur le désenclavement numérique. On connaît votre action pour le désenclavement des communes dites isolées. Maintenant, ça passe aussi par le désenclavement numérique. Étant acteur dans ce domaine, je vois que j'ai affaire à des opérateurs, c'est dans le domaine privé, mais qui font face aussi à l'État. Donc maintenant, quelle est votre action? Comment appuyer pour justement que toutes les Guyanaises et Guyanais profitent pleinement du numérique? Parce que c'est l'actualité. Voilà. Alors, c'est également un chantier ouvert et qu'on espère pouvoir poursuivre. Déjà, la première chose, sur le désenclavement numérique, il faut le lier également avec le désenclavement routier. Pour faire passer justement tous ces poteaux, il faut de l'électricité, etc., etc. Donc, lorsque nous sommes intervenus notamment sur le schéma territorial en matière de numérique, la question s'est posée du choix des coûts en fait de la collectivité majeure de Guyane sur pourquoi privilégier du satellitaire qui serait plus cher, alors que sur le long terme, il suffirait tout simplement d'aménager le territoire pour permettre à tous les Guyanais, toutes les Guyanaises, tous les entrepreneurs guyanais, parce que pour développer son activité économique, il faut avoir aujourd'hui effectivement Internet. Pourquoi ne pas commencer d'abord par désenclaver le territoire? Alors il faut tout simplement, et en fait ça répond à un certain nombre de questions posées depuis tout à l'heure, il faut penser sur le long terme. Penser comment on voit le pays. Et donc, pour faire tomber les murs qui freinent notre développement, penser global, ne pas penser qu'à son activité. Effectivement, on parlait des taxes douanières, etc. Mais il suffirait de désenclaver le pays pour que vous n'ayez pas à prendre l'avion, faire venir votre fret, et ça reviendrait beaucoup moins cher peut-être. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'accompagner sur le ponctuel, à un moment donné, quand les entreprises, et ça a déjà été le cas dans votre secteur d'activité, nous interpellent sur des marchés publics, par exemple. Donc, accompagner les entreprises sur le ponctuel, mais déjà penser le pays pour l'avenir. Merci, député. Une autre question dans l'hémicycle, dans le fond, au niveau des gradins. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis M. Bruno. Je voulais interpeller le député sur les impôts en Guyane. Parce que moi, j'estime que je ne comprends pas pourquoi on fait les gongons qui partent à la retraite payer des impôts et on nous fait encore, nous aussi, les jeunes payer des impôts. Je ne comprends pas ça, parce que la Guyane, ils prennent l'or des Guyanais, ils prennent les diamants, ils prennent tout des Guyanais et ils nous font encore payer des impôts. Et la base spatiale qui génère 15 milliards ne paie pas d'impôts dans ce pays-là. Et on donne à la France 8 milliards par année pour la taxe carbone. Et il n'y a pas de retombée pour la Guyane. Je ne comprends pas pourquoi on nous demande de payer tous ces impôts-là. Et la plupart des Guyanais, 54% de la population guyanaise vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je veux comprendre que le député puisse aller aux impôts et interpeller ces gens-là pour demander la liste de tous les Guyanais qui paient les impôts pour qu'on puisse voir le problème des Guyanais. Je vous signale encore, la Polynésie française ne paie pas d'impôts. Et je ne comprends pas pourquoi on fait les Guyanais payer des impôts dans ce pays-là. Voilà. Merci, député Bruno. Oui, je veux juste corriger, la Polynésie on paye les impôts, mais les impôts reviennent à la collectivité de Polynésie. Hein? C'est ça la différence. Mais ça nous ramène à la question de fiscalité, ça nous ramène à la question de l'autonomie aussi. On va passer cette tournée en rond dans la salle. Eline vient de le dire, tout est lié.
Et en fait, vous êtes vraiment dans le rôle du parlementaire. Le parlementaire, il a un agenda et on lui dit, voilà, une loi sur ça, une autre loi sur ça, etc. Mais nous pas c'est un pays qui a développé. On a tout à faire, en fait. Donc, il faut qu'on voit comment le pays, on veut l'aménager. Donc, sur la question de la fiscalité, c'est un sujet, aujourd'hui, qui a été posé sur la table par le gouvernement à sa façon. Aujourd'hui, on nous dit l'octroi de mer. On veut réviser l'octroi de mer. On veut supprimer l'octroi de mer. Il y a les pour, il y a les contre. C'est un truc qui est en train de fracturer le pays. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Il faut qu'on réfléchisse à la fiscalité telle qu'on la voit nous. Et si la fiscalité repose uniquement sur, on va dire, sur l'activité et non, en fait, sans qu'on ait accès à nos ressources, mais en fait, ce seront toujours les mêmes qui vont payer, en fait. Et il faut sortir de ce schéma-là. Il faut ramener le sujet en prenant les choses à la source. On doit avoir accès à toutes nos ressources. Et c'est le combat qu'on a engagé. Comme personnellement, j'ai fait venir la mission, vous mettez le pays sous cloche, nous on refuse. On refuse la mise sous cloche du pays. Donc vous venez voir en enquête, etc. etc. Aujourd'hui, il y a un rapport qui reconnaît qu'il y a une mise sous cloche et qu'il faut sortir le pays de cette situation. Il faut faire des routes, il faut l'aménager, il faut un port en eau profonde, enfin, etc. Toutes ces choses-là, on le sait depuis très longtemps. Donc maintenant, il faut y aller. Moi, effectivement, le rapport, j'ai refusé qu'il soit dans les tiroirs. J'étais à Matignon dernièrement. Dorici était avec moi pour discuter de comment le Matignon doit prendre en compte les préconisations qui sont dans le rapport. Et comme vous allez me remettre en place, j'espère que vous continuez à vous faire prendre conscience que le pas qu'on doit faire pour aller vers l'autonomie, il faut qu'on le fasse. Parce que sinon, ce sont des miettes qu'on va gagner. Et comme nous, pas là pour miettes, le combat est ouvert. Merci, député Castor. Il y a une députée à droite. Non. Bon, alors moi, c'est pas une députée, hein, c'est électrice, Nicole Privat. Et je m'adresse à notre député Castor. Alors, mon petit mot gain confiance tout bonnement. Jean-Victor Castor va être élu. Ça, je n'en doute pas. Les autres petits, yes, parce qu'il sera élu. Ma question, je m'inquiète moi pour l'avenir du Parlement. Parce que Macron, l'homme qui dégaine le 49-3, c'est très sérieux ce que je dis là. Je lis pas mal de journaux nationaux et tout. Nous savons qui gagne Bognougen devant nous. Bon, enfin, excusez-moi, hein, Bougafou. Et il y a des rumeurs qui circulent que lorsqu'il sentira que de toutes les façons, il va dire qu'il ne peut pas gouverner, il peut dégainer l'article 16. Ouais. Et ça, il faut qu'on soit vigilant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'irais même jusqu'à demander, est-ce que dans un parlement, on peut retourner les tables, comme on dit en anglais, turn the tables, pour que ce bonhomme-là, on le neutralise, que son article 16 se retourne contre lui. Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on a comme recours pour que ce bonhomme-là arrête de faire tourner son pays en bourrique? Je dis son pays, mais nous-mêmes nous impacter que ça aussi. Attention à Macron, quand le Parlement va être reconduit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a dans la Constitution quelque chose qui permette de neutraliser quelqu'un qui va vouloir s'arroger les pleins pouvoirs, comme il nous a montré, qu'il n'arrête pas de faire jusqu'à présent? Voilà ma question. C'est un vrai sujet, parce que quand vous allez nous reconduire, on sera face à ça. Tout de suite. On sera donc dans une assemblée. On était déjà dans une assemblée, ils ont débat il y a 2 ans. Toutes députés ont été votés pour y envoyer, pas déjà connaître ça. C'est-à-dire un gouvernement qui n'a qu'une majorité relative. Il y a toujours eu une majorité absolue. Mais Tatomba Sunudo, nous travaillons. Là, ce qui nous attend, ça risque d'être pire. Bon. Mais on essaie d'anticiper, on essaie d'envisager tous les scénarios. Et y compris ça. Mais la France, depuis que Macron est là, c'est le bordel tous les jours. Donc s'il fait ça, politiquement, ça va être un bordel terrible. Et nous-mêmes dans tout ça.
Comment on va gérer? Quand les gens nous disent oui, mais notre quotidien, la vie chère, les problèmes qu'on a, etc., les retraites, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc. Comment ça va se passer dans l'Assemblée? Hein? Est-ce que l'Assemblée même va être réunie? Si c'est l'article 16, ça veut dire que pendant 2 mois, il a tous les pouvoirs. Ça veut dire que vous aurez voté pour des députés, s'il utilise l'article 16, les pleins pouvoirs pendant 60 jours, il gère les JO, et donc je suppose avec l'armée, puisque c'est ce qui est à la mode maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'il est capable d'aller jusque-là? Ça se dit, ça s'écrit maintenant dans les grands journaux. La presse internationale se demande est-ce que la France a un président qui est fou? Donc oui, la responsabilité que vous allez donner aux 2 députés que vous allez choisir sera très grande. Là, nous parlons d'un petit jeu, là, pas un petit couloir, nous qu'à jouer. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre plus que ça. On discute de ça, y compris les groupes, hein, et on imagine tous les scénarios, mais ça va être très compliqué. Et il faudra donc assumer un positionnement politique face à la réalité de l'Assemblée qui va sortir des urnes samedi et dimanche, et puis le 7 pour la France. Merci, député Castor. Il y a une question écrite. Question écrite. Alors, question pour le député Castor. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à l'invitation, Monsieur Castor et Monsieur Riemann, du président par rapport au petit déjeuner lors de son passage? C'est le pluralisme et on attend la réponse du député Castor en 2 minutes. L'Assemblée respectait la démocratie quand même. La question concerne le refus de participer au déjeuner lors du passage du président ici en Guyane. Alors, vous êtes vraiment comme à l'hémicycle, hein? L'hémicycle ça chauffe. S'il vous plaît. Merci. Alors, déjà, c'est vrai qu'on a déjà répondu à la question, mais on va répondre à nouveau. Déjà, on n'est pas assujetti à Macron. On n'est pas assujetti à Macron. D'accord? Macron, il a été élu, mais nous aussi, on est élus. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous parlons dans affaires où il blâme vers Gléoïneg. Bon. Est-ce qu'on a simplement dit non, on n'y participe pas? C'est pas ce qu'on a dit. Hein? On a rencontré les élus de Guyane et on leur a dit il faut que la population sache ce qui va être dit. Donc on propose une réunion à la CTG avec tous les élus de Guyane, les 55 de la collectivité territoriale, les 22 maires, les 4 présidents des EPCI et les 4 parlementaires. Nous toutes assises là. Macron vient, on discute, tous les médias sont présents et les gens entendent et voient ce qui se passe. On a proposé ça, ça a été signé par le président de la collectivité territoriale, ça a été présidé par la sénatrice, je crois, ça a été signé, Georges Patient a refusé, ça a été signé par le président de l'association des maires, par David Riemann et moi-même. Le résultat, c'est que normalement on était censés tous tenir bon, être debout sur cette position. Et malheureusement, le bateau a tangué. Il y a certains qui larguaient le bateau. Mais il ne faut pas dire que c'est la politique de la chaise vide, puisqu'on a proposé quelque chose. Et on ne l'a pas proposé pour nous, parce qu'on savait que c'était un piège. On savait que c'était un procédé en clandestinité, calfeutré, pour ensuite diviser les Guyanais, diviser la classe politique. Donc on n'a pas cautionné ça, c'est tout. Voilà. Merci député Castor. Nous prenons une question en ligne et après on retourne à l'hémicycle. Alors, c'est le député Warni. Nous sommes pour le député Grand-Énil. Nous sommes unanimes pour dire que la France ne veut pas du désenclavement, de l'aménagement, de l'évolution statutaire. Il n'est pas allé. Ah, pour nous prendre, ça qui dit nous. Parce que nous laisse mandé. Donc, ma question. Organiser une révolution populaire, soutenue par des partenaires stratégiques extérieurs, pouvant équilibrer le rapport de force avec la France, n'est-il pas la solution?
révolution ayant pour but de récupérer ce qui est à nous et décider par nous-mêmes pour nous-mêmes. Comment elle s'appelle? Warni. Alors Warni, Hélène Gouramie ne peut pas faire la révolution toute seule. D'accord? Elle ne peut pas faire la révolution toute seule avec le député Castor. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est conscientiser la population. On a utilisé ce mandat pour diffuser le plus d'informations possible sur non seulement le fonctionnement des institutions françaises, mais également sur effectivement les potentiels que nous avons en Guyane. Pour que les personnes cherchent à se battre pour ces potentiels, il faut déjà qu'elles en soient conscientes. Et je peux dire quand même qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore conscientes. Elles ne savent même pas quel beau pays elles ont. Elles ne savent même pas sur quoi elles marchent. Elles ne savent même pas que l'eau que nous avons, c'est une bénédiction. Alors déjà, je vais dire à Warni qu'on va déjà continuer à conscientiser, à faire de la pédagogie pour avoir d'autres militants, pour avoir d'autres personnes qui seront en capacité d'être des élus militants, des élus qui pourront se battre et qui auront les bonnes postures, qui n'iront pas manger, déjeuner, etc. On va d'abord commencer par ça, former les gens politiquement et après on pourra mener de grandes batailles. Merci, député Graham. Il y a une question dans l'hémicycle, dans le fond. Non, de monsieur, allez-y. C'est bon? Oui. Ok, parler créole, bonsoir tout le monde. Au péqué long parce que mon péqué répéter tout ça, mon dit. Mais c'est sûr qu'il une bagage qui a marqué moi, mon péqué dit aussi, c'est que tout débat qui a passé la télé, tout parler, nous élus qui a parlé, il a revenir sur la question statutaire. Mais t'as pas adapté pour nous payer. Mais nous tous perdus, mais nous va mettre, considérer un petit cadeau, nous va caresser, nous l'aider, nous parler, enfin bref. Donc, moi-même, sans vous le savez, c'est que les cas demander nous, pas développer nos pays, rester comme on est, prendre nous la tête, parce qu'il y a un exemple qui marque beaucoup en mucho, c'est que moi j'ai un camarade qui fait de la route pour aller chercher l'or, et il est puni ici. Donc, seul bête que je demandé et député Grand Émile, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour nous demander l'État, parce qu'il y a demandé nous taxes, ceci, cela, tout bagage, mais nous avons protégé tout le monde que nous carbone, nous avons divulgué. Et qui pas de moyen de nous retomber en ça très important. Comment nous pouvons réclamer ça pour que nous, ça nous avons baillé. Parce que nous, il y a prendre nous. Mais nous-mêmes, nous avons baillé, mais il n'y a pas de moyen. Donc, est-ce qu'à nous niveau, au niveau juridique, il n'y a pas de moyen pour nous exiger, indemniser nous, à sous ça nous pas développer, ça nous pas prendre, et ça il y a demandé nous de nous couper des pieds bois pour nous faire la route pour chercher l'or. Je crois que vous aviez déjà la réponse, mais je pense que c'est pour éclairer un petit peu tout le monde. C'est effectivement les travaux que l'on a entamés sur la question statutaire. On s'est posé la question de comment pouvait-on faire rentrer des ressources, en fait, des ressources financières pour financer tout simplement cette autonomie que nous demandons. Et donc, cette question-là a été abordée également. Il nous faut faire une... Oui ? Ah non, pas du tout, ça n'est pas moi. Cette question a été abordée et donc en fait, si nous avons la possibilité de décider de quelles seront nos ressources financières dans la question de l'évolution statutaire, ça fait partie des ressources que nous avons déjà envisagées et qui d'ailleurs, le projet a déjà été fini, on va dire que nous sommes à la dernière étape où nous devons le soumettre au gouvernement français et négocier, rentrer en phase de négociation. Mais ça fait partie du projet. Alors quoi que certains disent qu'il n'est pas fini, qu'il n'est pas abouti, on l'a déjà intégré dans le projet cette question. Voilà. Merci député Graham. Une question écrite, Dario? Alors, question écrite. Monsieur Castor, il y a quelques jours de cela, vu du ciel, mon cœur s'est serré quand j'ai constaté la couleur du fleuve complètement polluée. Rendez-vous compte que nous sommes en train de tuer les populations de l'intérieur. Que pouvez-vous faire à ce niveau? Bon, en fait, on revient sur la question de l'orpaillage illégal.
le chantier, il faut le continuer, quoi. C'est une bataille qu'on ne va pas lâcher. Est-ce que l'État le fait volontairement? Il y a certains qui le pensent. Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi. Mais moi, je vous le répète ici, enfin, pour ceux qui n'ont jamais survolé la Guyane, vous pouvez survoler la Guyane pendant plus d'1 heure, vous ne voyez même pas les sites d'orpaillage illégal. Tellement notre pays est immense. Et aussi, parce que maintenant ce n'est plus l'or alluvionnaire, c'est l'or primaire qui est attaqué. Donc ils font des galeries, et c'est comme ça que ça se passe. Donc on ne va pas protéger la forêt, on ne va pas protéger nos cours d'eau sans avoir accès à la forêt. Et ça, c'est un combat contradictoire par rapport à certaines personnes qui disent oui, vous êtes contre. Mais si on ne peut pas aménager le territoire, on ne va pas y arriver. Je vous le répète. La France, je vais vous donner 2 exemples, et j'essaie d'aller vite. Au Brésil, ils ont des systèmes, des dispositifs, on va dire, informatiques, et éprouvés, qui leur permettent de savoir exactement, quand vous prenez un truc dans une bijouterie, un bijou quelconque, d'où vient l'or. La traçabilité de l'or, les Brésiliens ont mis ça en place. En Guyane, pas ça, la France, pas ça. L'évolution de la déforestation, les Brésiliens, ils ont ça. Le déplacement des personnes, ils ont des dispositifs qui leur permettent de savoir comment les personnes se déplacent dans la forêt. En France, il n'y a pas d'accord de coopération sur ça avec le Brésil. Donc je me bats dans les commissions transfrontalières, dans les discussions avec les ministères, pour qu'il y ait un accord cadre qui permette à l'armée de bénéficier de ces outils-là. Le Quai d'Orsay, Awa. Comprenez? Merci, député Castor. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'hémicycle? Alors, je vous informe, chers députés, que, en principe, le temps est écoulé. Puisque nous devons terminer à 21h et qu'il reste la discussion générale du député de 10 minutes. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il y a encore beaucoup de questions, nous ne pourrons pas toutes les prendre, ni par écrit, ni en direct via le Facebook Live, ni dans l'hémicycle. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous en prenions encore, allez, on va dire 3 de chaque, et après, les autres, eh ben, ce sera pour pendant le mandat, quand le député Castor viendra rendre compte, comme il a pris déjà l'habitude de le faire. Madame la Présidente, la partie gauche de l'hémicycle se plaint de ne pas avoir assez eu la parole. La partie droite s'est beaucoup exprimée. Donc, ce sont toujours les plus turbulents, ceux qui sont à gauche. Finalement, on a vu dans l'hémicycle, ce sont les gens qui ne se laissent pas compter. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ma gauche? Oui, allô. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. La question est pour le député Jean-Victor Castor, le député Tchouka. J'ai une question pour toi, mon citoyen. Ça, il y a qu'à faire des députés de Guyane, tout ça qui a passé à Wala Yalimapo avec l'érosion. Comment vous pouvez aider les populations à ça que c'est entièrement mon capot. Merci, député Tchouka. Justement, là, juste avant la dissolution, il y a eu la niche parlementaire donc, du groupe GDR. Et je profite pour vous informer que lors de cette niche, notre collègue Marcelin Nadeau a fait une proposition de loi pour justement parler de la question de l'érosion du littoral et notamment la question du trait de côte. Et en fait, il s'agit de vérifier, de contrôler donc tous les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui par l'État pour traiter de ces questions, puisque le cas d'espèce d'Awala Yalimapo, c'est que je crois, si je ne me trompe pas, il y a environ 200 habitations qui doivent être déplacées. Et donc la question du trait de côte de l'érosion du littoral, ça concerne principalement dans l'urgence Awala Yalimapo, mais ça concerne Kourou aussi. Et certainement, je pense que ça concernera Réunion-Mojoli. Donc, on a un vrai souci.
parce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas du tout pris en compte ces questions. Et donc les collectivités territoriales, je pense, sont un peu aussi en retrait sur tout ça. C'est le maire d'Awala qui est vraiment là-dessus. Et donc il s'agit que tous les Guyanais, en dehors donc, de ce projet de loi, à leur place, dans leurs compétences, assument leurs responsabilités et puis bien sûr interpellent l'État parce que ces déplacements de population vont coûter extrêmement cher. Merci. Voilà. Mais c'est un chantier aussi qui est ouvert et sur la base de ce texte de loi, nous avons donc des possibilités justement d'interpellation du gouvernement qui seront beaucoup plus aisées que par le passé parce qu'il n'y avait pas de texte en la matière. Merci, député Castor. On poursuit avec une question écrite, Dario. Alors, question écrite, j'en prends une qui me semble un peu plus intéressante ou sur des sujets qu'on n'a pas tellement abordés. Fonction publique territoriale, député Hortz. L'emploi dans la fonction publique territoriale est très importante en Guyane. La loi votée, les lois votées, pardon, c'est compliqué. Les lois votées sont appliquées, mises en œuvre pour le personnel administratif. Pouvez-vous initier des dispositifs pour la formation obligatoire des cadres, des personnels qui s'inscrivent dans la loi, sans formation ou dite de contrôle des performances humaines et managériales, voter des lois qui serviront pas à grand-chose. Le personnel administratif ne dispose pas de compétences humaines et managériales. C'est pour le député Grand Émile. Je vous avoue que moi j'ai un peu de mal avec la... Donc je sais pas. Porter la responsabilité. S'il s'agit de voter des lois, le député Castor sera à l'Assemblée nationale et il votera ces lois. Il pourra faire des propositions de loi, mais il vous l'a expliqué. Vous avez une fenêtre de tir chaque année, c'est ce qu'ils appellent la niche parlementaire. Ça veut dire qu'il fait partie d'un groupe parlementaire et ce groupe a la possibilité, une fois par an, de proposer des lois. Une fois par an. Donc, ce qu'a fait le député Castor, puisque ça faisait partie de ses priorités, il a fait voter la loi sur la réintégration des soignants. Il l'a fait. Et donc, en fait, une proposition de loi très spécifique, comme le demande la députée Hortz, il faudrait, comme je le disais tout à l'heure, avoir une vision globale du pays sur les priorités. Je pense que c'en est une pour elle. Mais lorsqu'on n'a qu'une fenêtre de tir, il faut vraiment, je pense, penser les sujets que l'on va devoir défendre à l'Assemblée nationale. Et vous l'avez compris tout à l'heure, il y a une question de lobbying, c'est-à-dire qu'il faut aller voir les différents groupes, différents présidents des groupes parlementaires, essayer de les convaincre. Et donc en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, on pourrait demander de faire voter une proposition de loi, mais je le répète, on n'a qu'une fenêtre de tir et je ne sais pas si ça fait partie des priorités de la Guyane, en tout cas à l'heure actuelle. D'accord. Si je peux préciser un petit peu la question, ce qui me semblait ressortir de cette question, c'était le fait que la formation dans la fonction territoriale, des fois, n'est pas assurée et qu'on fait venir des gens de l'extérieur plutôt que de former des cadres qui sont issus de notre territoire. Est-ce que le député peut intervenir en ce sens-là? Sur la question de la formation, on l'a dit tout à l'heure, il faut penser les besoins en termes d'emploi, de métiers, d'activités du territoire. Et donc à ce moment-là, ça relève de l'université, de ses choix d'orientation, ça relève également de la collectivité territoriale, mais on peut ouvrir des échanges avec la collectivité territoriale de Guyane et l'université de Guyane. On n'a aucune difficulté à interpeller, à discuter, à échanger avec les différents acteurs de la société guyanaise. Merci beaucoup. Merci député Grand-Émile. Nous poursuivons avec une question en ligne. Alors c'est le député Fanfan. Pourquoi avoir voté contre la loi immigration et la loi anti-squat pour le député Castor? Direct, hein? C'était une loi raciste. Ça concernait toutes les personnes qui n'étaient pas de couleur blanche. Cette loi immigration ne concernait que les personnes qui n'étaient pas blanches. Si tu es ukrainien, si
si tu es roumain, etc., pas de problème. Depuis que tu pas comme ça, tu es attrape. Ça, c'est une première chose. Donc, on l'a qualifié, nous, dans nos interventions, de loi raciste. Et j'invite les gens qui n'ont pas lu ce texte d'aller le lire pour comprendre que très clairement, c'était une loi raciste. Et vu nos couleurs, c'est pas possible. Parce que l'idéologie qui a présidé l'écriture de ce texte, c'est du racisme pur et simple. Est-ce qu'il faut une loi immigration? Mais bien sûr, on peut faire des lois d'immigration. L'immigration, c'est un sujet. Et c'est un sujet pour nous. Mais la façon dont on doit aborder la question de l'immigration ici en Guyane, c'est pas de la même façon que les gens vont traiter ça là-bas. Et puis c'est pas à eux de nous dire comment il faut traiter la question de l'immigration. Deuxièmement, sur la question des squats. Et les gens, il faut qu'on soit sérieux dans le pays. Vous n'allez jamais empêcher des gens à chercher à trouver un toit. Jamais. Et donc, c'est une bataille sans fin. Est-ce qu'on a suffisamment de terre pour que les gens puissent s'installer? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu parfois entre des hommes politiques et les squatteurs? Réfléchissez un peu, parfois oui aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière quand on fait des RH. Énormément d'argent. Des centaines de millions d'euros. D'accord? Michel est là, il connaît le problème, notamment à Matoury. Donc en fait, on doit penser le pays, ça a été répété à chacune des interventions par Éline Goemil et moi-même. On a travaillé ardument avec les architectes, on a travaillé ardument récemment encore pour le plan territorial pour le logement social. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les bailleurs sociaux sont confrontés à un problème? Vous savez c'est lequel? Le foncier. Donc quand je dis que c'est la priorité, ma bataille pour le foncier, vous vous rendez bien compte que quel que soit le secteur, quelle que soit la problématique, c'est le foncier. Et bien après on va pleurer, il y a des squats. Mais non, c'est pas possible. Et c'est le principal problème posé par la Simco, par les SEMSAMAR, etc. Il n'y a pas de foncier aménagé. Merci, député Castor. Voilà. Donc il faut se battre pour qu'on l'ait. Et l'arracher. Peut-être juste une petite Et c'est ce qu'on fait. Et il faut poursuivre le combat. Il est parti. Excusez-moi, madame la présidente. Oui, parce qu'il est parti. Peut-être juste une précision. RHJ, c'est résorption de l'habitat insalubre. Et ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour justement améliorer, arranger, mettre fin au squat sur des territoires. Une question dans la salle. J'avais dit 3, on en a eu une, ce sera la deuxième. Oui. Oui. Alors attendez. La dame là, et après ce sera la dame qui a déjà le micro à gauche. Oui, bonsoir, je suis députée Jocelyne. Alors, je ne sais pas si on pourra me répondre. Je ne sais pas si tout le monde a reçu des factures LGTE et EDF à couper la tête. C'est pas des factures, c'est pas normal. Il y a plus de frais dans la facture que ce qu'on a consommé. Je me rappelle, ça fait plus de 20 ans de ça, on avait mis des tasses par rapport au conseil régional. Il y avait des dettes à rembourser. Et si je me rappelle bien, vu que j'étais plus chez mes parents, on avait dit que c'était pour un certain temps. Et on voit maintenant que tous ces tasses-là, ils sont toujours là. Toujours là. On a presque 200 euros en plus par rapport à ce qu'on a consommé. Voilà. Merci. Alors, pour les camarades les plus anciens, alors nous battez députés. Vous avez qu'à changer ça. L'autre qui a augmenté, facture, qui a machin. Ça nous fait, nous avons assemblé à presbytère de Mirza, nous étions à peu près une dizaine au début, Radio Jam, etc. Deuxième réunion, nous étions à 300, et puis nous avons appelé une grande manifestation en direction du Conseil Général, parce qu'à l'époque, c'est le Conseil Général qui signait les conventions avec la LGDE. Vous vous rappelez de ça? Ouais. En bas d'appli, nous étions à 4000 personnes en la rue, que nous parapluies. Nous débarquons Conseil Général,
et nous obliger, président du Conseil général de l'époque, de revoir la copie et à comme ça nous devons mettre à jour la GDE pour nous revenir à des factures qui sont normales. Donc là maintenant je suis député, donc quand j'ai un camarade, quand on mettait le député, camarade démerdé encore. Hein? Mais en fait, moi honnêtement je découvre le problème, je vais parler franchement. Hein? Donc Evelyne était, a priori était au courant. Donc on va s'attacher très rapidement à regarder ce qui se passe, notamment sur l'eau, mais pour l'électricité aussi. Et puis on reviendra vers vous si c'est nécessaire, mais on fera toutes les interventions auprès des ministères, mais auprès des entreprises aussi directement localement, pour savoir ce qui se passe. Et on le fera tout de suite. Hein, tout de suite. Merci député Castor. Une question écrite. Alors, nouvelle question écrite. La formation, on a déjà quand même beaucoup abordé. On va essayer de trouver un thème que l'on n'a pas tellement abordé. Alors celle-ci me paraît intéressante. Quelle est votre vision dans 10 ans pour la Guyane et comment allez-vous accompagner votre peuple au plus haut? Donc une question de prospective et de projection. À qui Dario? Au député Grand-Émile ou au député Castor? Il y a écrit Monsieur Castor. Ah là là. Pour l'instant, j'étais député, je ne le suis plus. Donc il faut me remettre député déjà. Avec mon député, mon qui assumé fonction député. Hein. Pour l'instant, au Royo. Est-ce que je vais continuer à m'intéresser à ce qui se passe dans mon pays, quelle que soit la fonction que j'aurai? Mais de toute évidence, est-ce que moi j'ai changé Ronchou? Jamais. Donc là-dessus, je pense que ce soit des adversaires, l'État, etc., tout le monde a bien compris que Jean-Victor Castor, ça va être difficile de le faire changer. Peut-être qu'il va attraper une bête en un mot, pour essayer de calmer un mot. Ils ont déjà cherché pas mal, ils vont chercher encore. Mais je pense que l'avenir du pays, de plus en plus de personnes, vous, d'autres encore, qui ne sont pas là, on a compris en fait. On a compris que la France ne veut pas développer ce territoire. Que la France ne veut pas faire des routes. Que la France ne veut pas avoir accès à nos ressources. Que la France ne veut pas restituer le foncier. Donc on sait déjà, on sait qu'on doit se préparer à se mobiliser. Il n'aime pas entendre ça, le préfet. Poussier, qui fait lec, il n'est pas content. Mais nous qui répétons ça. Et nous qui préparons nous quoi. Bon, ils ont fait leur dissolution. Ils ont cherché, éliminer, soit des vies, soit moi, soit nous tous les deux. Il y a des complicités. Vous avez compris ça aussi. Donc vous vous mobilisez jusqu'à la fin. Premier tour. Si il y a un premier tour, un seul coup, tant mieux. Si il y a un deuxième tour, nous pouvons mobiliser encore plus. De toute façon, il dévire man, Jean-Victor Castor. Là, présent. Parce que si nous ne sommes pas présents, si on revient à une classe politique traditionnelle, les gens marchent arrière total. Donc, nous posons une domino là, nous catchons un bel pour ne pas partir. Merci, député Castor. Il y a une question dans les gradins. Depuis un moment, une dame qui a un micro dans les gradins. Allez-y, député. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Océane. Et ma question est la suivante. Si jamais vous êtes réélu en tant que député, pouvez-vous nous donner des pistes sur les actions que vous allez mener afin de faire passer une loi sur la tarification des prix des billets d'avion en Guyane et dans les dom-toms, ainsi que leur coalition? Et l'autre question que j'avais à poser est au niveau des coalitions que nous pourrions faire avec d'autres pays d'Amérique latine, comme par exemple le Venezuela. Que comptez-vous faire de ce côté-ci? Merci, jeune député. À Jean-Victor Castor ou Tu veux répondre? Parce que j'ai déjà répondu, tu veux répondre?
Ouais, sur la deuxième peut-être. Bon, sur les deux questions, on avait déjà répondu en fait. Peut-être qu'elle n'était pas là, je ne sais pas. Donc, je vais être rapide sur les billets d'avion. J'ai expliqué que c'était très compliqué, qu'il y a une commission d'enquête, qu'on a auditionné les compagnies aériennes, et qu'en fait, nous on croit aussi, malheureusement, que sur ce sujet-là, c'est la mobilisation de toutes les populations de Martinique, de Guadeloupe, de La Réunion, etc., qui va faire plier les compagnies aériennes. C'est rien d'autre en fait. Parce que l'État n'ira pas dans ce sens-là. Monsieur Darmanin d'ailleurs avait dit qu'il allait lui aussi mettre en place une commission d'enquête. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été fait. Donc en fait, on est systématiquement en fait, dans des effets d'annonce, dans de la communication et rien ne se passe. Donc l'action du parlementaire à ce niveau-là, aujourd'hui, je l'ai dit très clairement, on n'est pas ici pour vous tromper, c'est une action qui est sèche en fait. On n'y arrive pas. Donc ce n'est pas par une intervention par la fabrication de la loi qu'on va y arriver. La seule chose qu'on a pu obtenir, c'est l'augmentation de la dotation de la DOM, pour permettre à nos jeunes donc, de circuler à des prix qui sont accessibles. C'est tout. Mais c'est pas ce qu'on veut parce que la DOM ne couvre pas tous les besoins en matière d'accession aux billets d'avion. C'est ça le problème. Ce sont des populations très particulières avec des profils très particuliers et en fait tout le monde est victime de cette situation-là. Et puis sur le deuxième sujet, c'était sur le travail, on va dire, avec les pays environnants. Ben justement, on en a parlé aussi. Le travail a déjà été fait donc en direction du Guyana. On a donc un projet avec des dirigeants, donc avec le Suriname. Moi, constamment sur la partie Est, je participe à toutes les commissions transfrontalières. J'ai pas pu aller à la dernière commission mixte à Macapa parce que la dissolution a eu lieu entre temps et donc j'ai perdu mon statut de député, donc je ne pouvais pas y aller encore. Mais c'est un travail qui est constant sur la question donc, des normes qui nous bloquent, la question donc, de la cohérence entre les réglementations pour le transport de marchandises, la question du port sec qui sera en construction donc, à Saint-Georges, la question du pont, de ce fameux pont, le combat que j'ai mené, ben ça, on a juste pu faire supprimer, vous savez, les heures méridiennes, on ne pouvait pas entre midi et 14h circuler sur le pont. Bon, maintenant ça a été supprimé, mais le soir c'est quand même fermé. Enfin bon voilà, il y a plein de sujets comme ça pour essayer donc de libérer petit à petit. Et nous on veut aller au plus loin, personnellement je veux aller au plus loin, notamment sur les rapports avec le Brésil et notamment on travaille aussi pour rencontrer les plus hautes personnalités brésiliennes comme on l'a fait avec le Guyana. Une question en ligne. Merci. Donc, question au député Jean-Victor de la députée fictive Patricia. Nous devrions nous promettre que désormais en Guyane, plus rien ne se fera sans la participation des Guyanais et Guyanaises. Rien n'est été au préalable décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'atteinte à notre pudeur et à notre dignité. Fort et fort de cette certitude, nous continuerons à travers notre parole à soutenir tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité d'homme par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Oui, nous ne parlerons pas seulement au nom de notre pays, la Guyane, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Mais si le RN est majoritaire et au gouvernement, quelle posture et quelle stratégie aurez-vous pour que nous puissions tenir notre promesse? Donc je répète, mais si le RN est majoritaire au gouvernement, quelle posture et quelle stratégie aurez-vous pour que nous puissions tenir notre promesse? Donc en fait, on va d'abord voir ce qui va se passer. Tranquillement. J'ai déjà dit qu'on a envisagé tous les scénarios. Ensuite, ce n'est pas un combat qu'on peut mener seul dans l'Assemblée. Très clairement. Donc il y aura d'autres groupes pour voir comment, à l'intérieur de l'Assemblée, on va poursuivre l'action si ça devait être le cas. Troisièmement, je pense qu'il y aura beaucoup de manifestations dans les rues en France. Et peut-être chez nous aussi. Parce que je ne sais pas si vous vous imaginez une majorité RN, un gouvernement RN, des nominations de préfets RN, parce que c'est ça aussi, hein.
des nominations de directeurs dans toutes les administrations déconcentrées RN, donc des gens qui ne supportent pas nos couleurs, nos cultures, notre histoire, qui considèrent que la Guyane, c'est eux, c'est la France, c'est leur propriété. Des gens qui, aujourd'hui en Kanaki, valident que des milices de personnes qui sont arrivées tirent à balles réelles dans la tête des Kanaks. C'est la position du RN, ça. Donc, ça va être extrêmement compliqué, je l'ai déjà dit. On va analyser la situation avec toute la lucidité que vous nous connaissez. Et il y aura effectivement, à l'intérieur de notre propre pays, de gros rassemblements à faire pour qu'on discute de ça. On devra se réunir tout de suite. Nous, en tous les cas, on va organiser des réunions avec vous tout de suite. Comment faire face à une situation telle que celle-là? C'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, sur ce vote-là, c'est vrai on entend ici et là, oh, nouveau TRN, et puis on va renverser la table. Et les conséquences après? Et les conséquences après? Il faut peser les choses. Hein. Moi je le dis, certains pensent que c'est anecdotique. Ça, nous n'avons pas qu'à dire bonjour à l'Assemblée nationale. À une ou deux exceptions près. C'est déjà un signe. Hein. Bon voilà. Donc, je n'ai peut-être pas répondu à la question, et puis on ne va pas parler de stratégie ici, mais c'est sûr qu'à l'issue des élections, on aura la composition de l'Assemblée, on saura s'il y a une majorité RN ou pas, et comment on devra, avec tous les groupes qui s'y opposent, ici même en Guyane, comme on va faire, avec nos frères de la Martinique, de la Guadeloupe, enfin de tous les territoires qui sont concernés, quelle est la forte coalition qu'on va devoir mettre en place pour endiguer les décisions malencontreuses que ces gens-là vont prendre contre nous. Merci, député Castor, qui a largement dépassé les 2 minutes, mais le sujet était suffisamment grave. Spatial que ça ne concerne que les satellites. C'est totalement faux. Les exonérations du spatial concernent tous les produits, tous les matériaux qui rentrent pour la construction d'infrastructures du spatial. Bon, mais on est entre nous les gens. L'octroi de mer, c'est la collectivité territoriale. Donc on a aussi une responsabilité chez nous quand nos élus exonèrent des entreprises ou des établissements qui ne devraient pas être exonérés. Donc il y a déjà ça aussi. Là où on a notre responsabilité, il faut le voir. Parce que moi je ne comprends pas pourquoi on exonère la base spatiale sur des matériaux pour faire de la construction d'infrastructures au niveau de la base. Donc le sujet il est posé, mais dis-le, mais savon. Bon, Choumen. Après, toute la fiscalité qu'on devra mettre en place dans le cadre du projet d'autonomie devra tenir compte. Parce que je n'ai pas répondu sur le carbone, je n'ai pas répondu sur plein de choses en fait. Parce qu'en fait, tout ça, ça doit être vu de façon globale. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète. Ceux qui ont voulu par exemple qu'on reste heureux, qu'on reste dans le cadre de l'Europe, sans prendre un cabinet pour étudier le coût de la norme, moi je vous le dis ici, je le répète, le coût de la norme nous coûte beaucoup plus cher que les 600 millions d'euros que l'Europe nous donne sur 6 ans, c'est-à-dire à peine 100 millions d'euros par an. On perd plus qu'on ne gagne. Et c'est peut-être pour ça que certains ne veulent pas faire cette étude du coût de la norme. Parce qu'on va voir que l'écart est tellement important que les gens, Yéwéké l'ouvrit. D'accord? Donc la fiscalité de la base spatiale, ça rentre dans toute une série de dispositifs qu'on doit prendre en compte dans le cadre de l'autonomie de la Guyane pour qu'on ait un niveau de recettes à la hauteur de 2 voire 3 milliards par an et non 850 millions d'euros par an. C'est le cas aujourd'hui. C'est ça qu'on doit aller chercher. C'est ce que l'autonomie va nous permettre d'aller chercher. Merci député Castor. Dernière question en ligne. Et je laisse la parole à Raymond. Donc, pour la députée Grand Émile, comment comptez-vous garantir que les retraités du secteur public et du secteur privé puissent bénéficier de la majoration de 40% à la retraite? Je sais que vous avez lu sur mon visage. Donc ce serait une proposition d'appliquer aux retraités les 40%, c'est ça? Oui. Comment?
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, eh bien, moi, j'ai presque envie de revenir à la jeunesse du fonctionnariat, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est parce qu'on considère que la vie est chère en Guyane que l'on applique les 40%. C'est tout simplement ça. Et lorsque vous êtes à la retraite, on les enlève, on les déduit. C'est exactement ça. Alors que si vous étiez dans le secteur privé, si le secteur privé était beaucoup plus développé, les Guyanais n'iraient pas travailler dans les administrations, que dans les administrations en tout cas. On a connu des phénomènes où c'était la bonne planque. C'était là où il y avait de l'argent, c'était là où les personnes pouvaient prétendre à une carrière longue, une sécurité de l'emploi. Alors je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut voir le pays plus loin, il faut créer de l'activité économique, faire en sorte qu'en fait nos enfants n'aient pas comme plan de carrière être fonctionnaires toute sa vie. C'est ce que je peux répondre. Oui, c'est vrai que ce sujet-là est discuté avec les parlementaires de Guadeloupe, de Martinique, etc. En termes d'idée, très clairement, d'une proposition de loi alors dans ce sens-là. Parce que c'est difficile, effectivement, pour les personnes qui sont dans le fonctionnariat, de se retrouver du jour au lendemain avec cette diminution, en fait, de pension, parce que ce n'est pas pris en compte. Et en même temps, il y a des personnes du secteur privé qui achètent la baguette au même prix aussi. Et qui, eux, pendant toute leur carrière, n'ont même pas eu les 40%. Donc en fait, c'est là qu'à la fois c'est à fort, créer cette division-là en permanence dans la société. Voilà. Et en fait, si je réponds qu'à ça, et que je ne pense pas aux personnes du secteur privé, c'est bien qu'ils disent ouais bon, mais c'est les uniquement les fonctionnaires. En fait, le sujet n'est pas là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des fonctionnaires, y compris dans la fonction publique d'État. J'ai été syndicaliste, vous enlevez les 40%, ils sont en dessous du SMIC. Hein. Est-ce mon cas menti? D'accord? Vous enlevez les 40%, ils sont en dessous du SMIC. Donc le système, c'est tout le système qu'il faut refonder, qu'il faut revoir. Mais c'est un vrai problème. Parce que ça, beaucoup notamment les petits fonctionnaires de catégorie C, etc., quand ils partent à la retraite, c'est terrible. C'est terrible. Merci. Donc le député peut avoir une action, on en a déjà discuté. Merci, vous aussi, moi aussi. On est à quelques jours d'un événement important. J'ai envie de vous dire que la situation est grave. Parce que au soir du scrutin de 2022, la Guyane a eu un espoir. La Guyane a eu un sursaut. Je me souviens de ce rendez-vous que la fille de Christiane Taubira m'a proposé. On s'est rencontrés au Black Café. Et puis, elle me disait, mais du Canada, elle s'est dit, mais enfin, nous pas petits. Parce que, à force, on avait pu croire que les Guyanais n'étaient pas capables d'avoir un sursaut de dignité, d'être capable de franchir le pas. Et elle m'a même dit, mais j'ai envie d'écrire, de parler de cette élection-là, de cet événement-là, de ce sursaut-là. Tellement ça va créer en elle quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, souvent, l'histoire, elle se déroule sous nos yeux, et puis on ne mesure pas, en fait. Nous, on ne mesure pas le changement. Nous-mêmes, dans le pays, on ne mesure pas ce qui s'est passé. Mais l'autre en face, celui qui nous piétine, celui qui nous méprise, celui qui nous casse, celui qui nous divise, celui qui nous impose systématiquement son point de vue, ses lois, son autorité, lui, il mesure ce qui se passe. Quand les événements de mars-avril 2017 ont eu lieu, ça s'est terminé dans le déchirement, dans la division, malheureusement, de ceux qui ont porté le mouvement, des jeunes même qui ont porté le mouvement. Un mouvement magnifique, extraordinaire, qu'on n'avait jamais vu, en tous les cas dans la période contemporaine récente. Et on n'a pas tiré les enseignements. Nous Guyanais, on n'a pas tiré les enseignements pour ne pas refaire les mêmes erreurs.
En face, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'analyser pourquoi, comment un événement, des manifestations de cette ampleur-là ont pu avoir lieu sans avoir vu venir. Et vous savez quelle décision ils ont prise au niveau de l'État? Ils ont décidé de réformer l'organisation de l'État en Guyane. La Guyane, à l'issue du mouvement de mars-avril 2017, a eu une réforme de l'organisation de l'État, passant d'un système un peu horizontal à un système totalement vertical. C'est-à-dire que toutes les informations, tout ce qui prenne sur le terrain, ça doit remonter immédiatement au préfet. Et c'est comme ça qu'ils ont mis la réforme OSE en place. En tous les cas, qu'ils essaient de la mettre en place. Et si vous regardez l'organigramme de la préfecture aujourd'hui, c'est un organigramme de combat. C'est un organigramme militaire qui a été mis en place. Pas pour le développement du pays, pour nous surveiller, pour nous contrôler et pour réagir à tout mouvement, à toute manifestation, à toute organisation. Donc ils savent que, contrairement à ce qu'ils pouvaient penser, les Guyanais ont une capacité de mobilisation. Et ce qui s'est passé en mars-avril, ça va se refaire. Ils le savent. Sauf qu'ils se disent, il faut qu'on soit en capacité de réagir plus vite, plus tôt, pour qu'on n'en arrive pas à des manifestations avec des dizaines de milliers de personnes en direction de la base spatiale. Leur slogan, c'est plus jamais ça. C'est ça, hein? Plus jamais ça. Et notre slogan, vous êtes quelqu'un encore. Parce qu'on n'a pas le choix. Alors, entre-temps, voilà, il s'est passé en 2022 une élection à la députation. Et vous avez choisi de rompre avec le passé. Vous avez choisi deux personnes qui sont passées par le syndicalisme. Donc, des personnes à militants, trop mentaux, qui ont embêtants, qui ont emmerdants, mais qui gagnent tête quand même. Contrairement à ce que certains font croire. Hein, des agitateurs, ils ne sont pas capables de discuter avec les ministres, etc. Ben non, on sait discuter avec les ministres. On sait laisser le temps, on sait monter le temps, on sait être stratège, on sait négocier, on sait être tacticien. On sait tout faire. Et puis voilà, il a dissous. Il n'a pas dissous pour nous, je le répète ici, parce que certains cafés crèques, ils m'ont dit ça. Non. Mais il profite de la dissolution pour essayer de nous dégager. Et encore une fois, comme dans toute notre histoire, et dans toutes les histoires de tous les peuples sous tutelle, ils ont des gens parmi nous qui participent à ça. Comment faire dégager Riemann, comment faire dégager Castor. Ces gens-là auront une responsabilité dans l'histoire. Et vous devrez raconter ça à vos enfants, ceux qui ont participé à ce complot. Parce que quand les gens disent, ils n'ont fait que 2 ans, laissez-les travailler, laissez-les poursuivre le travail. Et même il y a certains qui disent, il est méritant, parce que nous, ouais, ça y est fait. Les gens ont compris en fait. Donc à pas comprendre, pas comprendre ça. Donc à participer à un jeu. Et c'est ce même jeu-là qui a mis l'État l'état du pays dans cet état-là. Et c'est ce qu'on n'a pas voulu en 2022. Et c'est ce qu'on ne veut pas en 2024. C'est pour ça que, je le répète, à chaque réunion qu'on a pu organiser ici, parce que vous avez compris que ici c'est notre QG. Alors il a dit, côté il a pensé à l'argent, messieurs Paulina, jamais ici. Entre parenthèses, je vous avertis, hein, la soirée électorale, ça aura lieu ici. Vous allez pouvoir venir ici à Paulina, suivre sur l'écran géant
les résultats électoraux. Ah, pas prétentieux, nous prétentieux. Mais comme il y a 16 ans l'appli, il peut faire le déroir. Donc il va faire à l'abri. D'accord? Je veux vous dire ici que vous avez refusé, vous avez pris une décision de rompre avec le passé en 2022. Vous devez poursuivre ce combat-là, parce que c'est la seule direction possible pour notre pays. Et je vais vous le dire aussi, c'est en hommage à tous ceux, tous les prédécesseurs, tous nos anciens qui se sont sacrifiés, qui ont mené des luttes terribles, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas pu voir, qui sont décédés, qui n'ont pas pu voir le résultat de leur combat, mais qui ont posé brique après brique et qui font que aujourd'hui vous avez un Davy Riemann, vous avez un Jean-Victor Castor. On n'est pas apparu comme ça. C'est le résultat de ceux qui se sont engagés. Tout le monde dans notre famille, on a eu des gens qui se sont engagés. Nous toutes, quel que soit les territoires guyanéens. Mon père toujours dit mot, il n'est pas qu'à peser Mounkewe. Tu croises des gens, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, les sacrifices qu'ils ont amenés, qu'ils ont portés. Ça peut être dans le domaine de la culture, ça peut être dans le domaine linguistique, ça peut être dans le domaine économique, ça peut être dans le domaine social, ça peut être dans quel que soit le domaine. Il y a des gens qui s'engagent dans ce pays-là. Ça a toujours existé. On nous a fait croire que nous étions des capons, nous pas capons. On nous a fait croire que nous ne sommes pas solidaires, nous solidaires. Mais nous savons qu'il y a des gens qui ne sont pas solidaires. Mais nous savons qu'il y a des gens qui capont. Mais attention, hein, le Guyane est levé sur mouche rouge. On n'y est pas qu'arrêter là. Bon. Alors écoutez bien, l'avenir du pays, il est entre nous mêmes. Il est entre nos mains là, déjà. Parce que tout ce qu'on a fait, Davy Riemann et moi, on l'a fait, comme Anglais a dit, step by step, étape par étape. Et moi je vous garantis que l'État a compris la stratégie qui a été mise en place par Davy Riemann et Jean-Victor Castor et toutes les équipes que nous avons. Le premier pas, on vous l'a dit, c'était de faire entendre la voix de la Guyane dans l'Assemblée nationale. On l'a fait ou on l'a pas fait? Le deuxième pas, c'était de démontrer à ceux qui disaient qu'on n'était pas capable de faire voter des lois, etc. On l'a fait ou on l'a pas fait? Le troisième pas, c'était de dire aux gens, la politique, elle est là, elle est dans vos mains. Vous n'attendez que ce que vous attendez, c'est de savoir ce qui se passe pour pouvoir juger, pour pouvoir comprendre. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a mis à disposition de la population les outils de compréhension de la politique. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, nous, intelligents, c'est mignon. Pas laisser dire nous couillons. Il suffit tout simplement qu'on nous donne les outils pour comprendre. Et un peuple qui est conscient, c'est un peuple qui peut tout renverser, qui peut tout changer. Donc, les personnes qui veulent nous faire retourner dans l'ombre, alors que Davy Riemann et moi-même, nous voulons vous amener vers la lumière, il faut les faire dégager. Parce que ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible parce que la Guyane est déjà dans le chaos, et ça n'est plus possible parce que le temps compte. Nous sommes dans l'urgence. Et notre responsabilité à tous, que nous soyons âgés ou jeunes, c'est de nous engager dans la question politique. De prendre en main notre pays. Et ça ne passe pas que par ces élections. Ça passe par notre attitude, notre posture, tous les jours, dans ce qu'on fait. Notre capacité à transmettre à nos enfants la réalité de ce qui se passe dans ce pays-là. Notre capacité à valoriser tout ce qui se fait de bien chez nous. Notre capacité à contrer les moyens de communication qu'ils ont mis en place pour nous faire croire que nous sommes des moins que rien. Notre capacité à retrouver notre fierté dans notre pays. Notre capacité à remettre de la dignité dans cette assemblée, dans les ministères, face au préfet, face au président de la République. Oui, nous assumons l'acte que nous avons posé en refusant d'aller dans un dîner avec un président de la République. Parce que M. Macron, quoi qu'il en soit,
quand David le rencontre à l'Élysée, il s'est savé à qui le monde qu'il a. Mais c'est savé qu'il n'y a pas de monde qui peut marcher en l'aile. Mais c'est savé qu'il y a de monde qui ne peut pas acheter quel petit bagage couillonnade. Parce qu'on en a là encore. Mais c'est savé que si c'est un bagage, on va au coude. Qui dévie qui moi-même, à pourquoi dit l'eau pour mouiller zèle à malcana. Parce que ce système-là, c'est la carotte et le bâton. Mais on va où là dans ce pays-là? On va où? On ne construit pas un pays avec la peur, avec les magouilles, avec la corruption. Ce n'est pas possible. Donc vous avez choisi deux députés qui, je pense, vous l'avez vu, ont cette intégrité politique. Et si on n'a pas de l'intégrité politique, on ne va nulle part. Alors moi je vous invite à participer, pas arrêter beaucoup de jours, pour nous assumer nos responsabilités. Je sais que beaucoup de ceux qui sont là ont déjà compris, bon, moi j'ai fait travailler, moi j'ai pas dans mon famille, etc. Mais vous avez vu le vieux Chassaigne, le sage, hein, là sur la vidéo. Il a dit, je pense qu'ils vont passer Jean-Victor Castor et David Lehman, mais qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et que ça se gagne, il a dit, avec les temps. D'accord? Donc, les quelques heures, les quelques jours qui nous restent là, vous devez y aller franchement, volontairement, avec détermination. Vous devez garder tout partout, chaque voix va compter. Et nous devons faire le plus gros score. Parce que ce score-là, ce n'est pas simplement gagner, mais c'est de faire savoir à cet État que malgré tout le complot que vous avez mis en place, les Guyanais ont su résister à ça et les Guyanais ont décidé de mettre en place deux combattants, deux guerriers qui sont là et qui ont une mission, c'est de sauver le pays de Guyane. On ne le fera pas seul, on le fera avec vous. On va continuer à avoir comme boussole la réunification, la réconciliation dans ce pays, en respectant toutes les personnes qui composent ce territoire, en leur donnant leur place, en leur donnant la seule perspective possible, c'est d'avoir la possibilité de décider nous-mêmes dans notre pays, de sortir de ce schéma où un préfet décide de casser les entreprises quand il le veut, de casser des filières économiques quand il le veut, comme il a fait pour la pêche, comme il a fait pour l'or. Qu'un préfet puisse décider de briser l'entreprise de M. Layard, tout simplement pour qu'ensuite les tribunaux nous disent oui c'est vrai il y a eu des vices de procédure mais le gars il est à terre, il est à terre, et il n'y a pas que lui, il y en a plein, et ça qui crée qu'il y en a un système moyen sauvé, les tours qui arrivaient aussi. Parce que leur position dans ces gens-là, quand ils sont dans leur sphère, c'est que vous ne devez pas atteindre un niveau. À partir du moment où vous voulez aller plus loin, il va couper des ailes. Mais au nom de quoi? Donc, quand on dit que l'on doit occuper l'espace, on doit occuper tous les espaces qui nous concernent. Et on doit être véatif, que ce soit les terres, que ce soit l'économie, que ce soit le domaine de la culture, etc. On doit valoriser ce qui est en nous, ce qui correspond à nous. À partir du moment où on va s'écarter de ça, on va être perdu. On doit travailler avec les pays qui sont à côté de nous, la jeune l'a dit tout à l'heure. C'est notre bassin de vie. Quand je vois des collègues qui ont l'habitude d'aller au Brésil, etc., ils le savent. On a un pays qui est en train de se développer à vitesse grand V à côté de nous. On en a un autre, le Guyana, c'est même pas à vitesse grand V. On est dépassé par les événements et puis nous là, couder la lampe en plein vent. Donc le temps n'est pas, c'est pas histoire de, il faut qu'on réagisse. On doit y réagir maintenant. Et c'est pour ça que l'État a compris qu'il faut nous faire sortir. Donc vous allez mener la campagne sur les 3 jours qui viennent. À fond la caisse. Sans dromie, pas des dromies là. Nous toutes, Corinne, nous toutes, allez debout, on se met debout et on part au combat. Voilà, parce qu'il n'y a rien de faire à réunion qui soit très longue. Vous appelez tous les membres de votre famille, ça qui là-bas, ça qui ici. Voilà, on a besoin de vous. Prenez vos téléphones. Voilà. Pour des vies, pour Jean-Victor, jusqu'à la
confiance en vous. Nous sommes sereins. Nous sous-estimons pas les adversaires. Mais nous allons mener la bataille jusqu'au bout. Le bout, c'est quoi? C'est 18h samedi. C'est 18h samedi. C'est-à-dire, c'est pas 8h, c'est pas 9h et puis après, on va y dormir. Toute la journée du dimanche, du samedi, toute la journée, téléphone comme ça. En nouveauté, Castor, pour nous garder, nous dépiter. Baguette en pour dormir, baguette en pour couler. On nous fait coquelie, traîne nourri, café, ça courir. Levez, mouillon, levez, soufflez. En nouveauté, Castor, pour nous garder, nous dépiter. Levez, mouillon, levez, soufflez. En nouveauté, Castor, pour nous garder, nous dépiter. On nous centrer l'emmène, on nous contrer pétain. Péri nous pili pésan, gendarme à casse-pas café prise. Levez, bouillon, levez, soufflez. En nouveauté, Castor, pour nous garder, nous dépiter. Levez, bouillon, levez, soufflez. En nouveauté, Castor, pour nous garder, nous dépiter. Baguette en pour dormir, baguette en pour chouler. On nous fait coquelie, gendarme à casse-pas café pris. Levez, bouillon, levez, soufflez. En nouveauté,